Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents ce matin pour cette table ronde consacrée à un sujet d'actualité et d'avenir, l'intelligence agricole au service des filières agricoles. L'intelligence artificielle, l'intelligence agricole, on commence déjà à jouer avec le mot. L'IA s'invite déjà dans nos fermes, nos élevages et nos cultures. Elle promet d'optimiser la production, d'améliorer le bien-être animal, de mieux anticiper les maladies ou encore de faciliter le pilotage quotidien des exploitations. Mais comment les acteurs des filières s'approprient-ils réellement ces outils? Quels bénéfices concrets, quelles limites et quelles conditions de réussite? C'est ce que nous allons explorer ensemble avec nos différents invités qui seront présents ici sur cette table ronde, issus à la fois de la recherche, des entreprises, de la coopération et du terrain agricole. Pour introduire nos échanges, je donne la parole à Jean-Alain Divenac, qui est vice-président de la Chambre d'agriculture de Bretagne et responsable désormais de l'Espace pour demain. Bonjour Jean-Alain, vous allez chaque jour nous apporter votre regard, un édito d'ouverture pour cette table ronde. Voilà, donc bonjour. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être si nombreux pour cette première table ronde. Me présenter très rapidement. D'abord, je suis agriculteur dans le Finistère, producteur de lait et de porc. Et donc, en tant que responsable de la Chambre d'agriculture, effectivement, on m'a demandé aussi de prendre la responsabilité de cet espace. Donc, je vais commencer par qualifier un peu cet espace déjà qui vous accueille ce matin et qui est une place centrale de ce hall aussi au SPACE. Donc, c'est avant tout la volonté de l'organisation et des chambres d'agriculture donc de mettre en avant à chaque année un sujet précis. Donc, ça vient d'être dit, l'intelligence artificielle cette année. Et de le faire avec les composantes de ce salon aussi, donc l'organisation, le SPACE, la Chambre d'agriculture et les exposants aussi, et nombre de structures autour, notamment les instituts techniques qui interviennent également. Donc pour nous, Chambre d'agriculture, il est important effectivement, au-delà des capacités de recherche et d'expérimentation que l'on a, de mettre aussi au débat ce sujet au cœur du salon, avec vous, visiteurs, avec les exposants, de façon à ce que ces innovations aussi soient les plus concrètes possibles et les plus accessibles et le rendre forcément le meilleur service aux agriculteurs. Et ces innovations ne naissent pas en une nuit non plus. Et donc, quand elles sont ici, peut-être elles sont avant-gardistes, mais elles se transforment ensuite et on les voit peut-être aussi sur un autre moment fort de ce salon, à savoir les InnovSpace, donc qui sacralise quelque part aussi du travail des entreprises qui est rendu pour alors à disposition des agriculteurs. Donc Olivier faisait le jeu de mots tout à l'heure entre intelligence agricole et intelligence artificielle. Effectivement, dans les deux cas, l'intelligence, mais surtout l'opposition de l'artificiel et de l'agricole, puisque justement ce sont quand même deux opposés qu'on essaye de rassembler. L'agricole, c'est les pieds dans la terre, c'est le vivant, c'est nos élevages, et l'artificiel, c'est tout le reste. Et justement, aujourd'hui, avec les outils qui sont développés et qui sont présentés ici tout autour du stand, mais également chez les exposants. Donc on a justement un concentré de ce que la technologie apporte à nos métiers de l'élevage notamment, mais pas que, à tous les métiers de l'agriculture, avec notre volonté bien sûr de voir ces nouvelles technologies au service des agriculteurs. Certes, on abordera donc aujourd'hui l'entrée de ces technologies-là dans les filières. Demain, on aura la même table ronde à la même heure. On aura une entrée beaucoup plus sur le travail. Comment cela impacte-t-il les agriculteurs, mais comment cela impacte-t-il aussi tous les salariés et les collaborateurs autour des métiers de la production? Et le troisième jour, on traitera quand même du sujet un peu plus profond, mais qui concerne largement l'intelligence artificielle au-delà de notre sujet aujourd'hui, qui est la donnée, la propriété de la donnée et les dépendances que cela peut occasionner. Donc voilà un peu le menu autour de ces 3 jours de salon sur cet espace pour demain, avec ce sujet qui prend de l'importance, dont les développements sont exponentiels et dont les agriculteurs ont envie de se saisir, ont envie de profiter aussi, forcément, puisque à chaque fois, c'est des services rendus au service de l'éleveur, pour aider l'éleveur dans son métier, bien sûr. Donc, je vous souhaite une bonne table ronde. Merci aux intervenants de la table ronde aussi et d'y participer. Merci à l'animation. Et donc, je vous souhaite une belle matinée. Merci.
Merci Jean-Alain pour ce regard général sur à la fois l'espace pour demain et sur ces tables rondes à venir. Nos intervenants, je vous les présente. Il y a tout d'abord Christophe Battas, responsable innovation Copperl Équipement. Christophe pilote l'intégration des nouvelles technologies pour la filière porcine, avec une attention particulière portée à la performance, au bien-être animal et à la sécurité sanitaire. Julien Gouris, bonjour Julien, vous êtes dirigeant de Cap IA, IA comme intelligence artificielle, j'imagine. Julien est spécialiste de l'IA et de la data appliquée au monde végétal. Son entreprise développe des solutions concrètes pour les cultures et les coopératives. Claire Dupin, bonjour Claire. Claire Dupin est chef de produit gestion de troupeaux chez Delaval France. Voilà, Claire Dupin met en avant l'IA Deep Blue, vous nous expliquerez ce que c'est, de Delaval, un outil destiné à accompagner les éleveurs laitiers dans la santé préventive et le bien-être animal. Emmanuel Fresneau. Bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de SID et directeur scientifique, professeur à l'Université Bretagne Sud. Emmanuel Fresneau développe des solutions de pilotage basées sur les jumeaux numériques, notamment pour la filière avicole, avec une vision scientifique et prospective. Et puis, nous avons Jérémy Labbé, producteur de porc, élu champ d'agriculture des Côtes d'Armor. Jérémy, éleveur, vous apporterez la vision de terrain, celle de l'utilisateur final qui doit s'approprier ou non ces outils numériques dans son quotidien. Voilà, si un mot pouvait résumer en quelques instants l'IA dans les filières, lequel choisiriez-vous? On va donner la parole d'abord à Christophe Battas. Si je vous dis performance ou anticipation, quel est selon vous le mot qui résumerait le mieux IA? Alors plutôt l'anticipation pour éviter la dégradation des performances. D'accord. Comme vous êtes sur la partie végétale, Julien, décision ou climat? Prenez votre micro, voilà. Décision définitivement pour se projeter et avoir des actionnables. Claire Dupin, bien-être ou prévention? Les deux vont de pair. Oui, bien sûr. La prévention pour assurer le bien-être. Bien vu. Emmanuel Fresneau, copilote ou science? Pilotage par la science. Très bien, bien vu. Et Jérémy Labbé, alors attention, confiance ou pragmatisme? Confiance, évidemment. Il faut qu'on ait confiance pour aller vers ce système qui est l'IA. Très bien. Merci en tout cas pour ce premier tour de table. Alors, première question, Christophe, je reviens vers vous, de Copperl Équipement. Quels sont, selon vous, les principaux apports de l'IA dans la filière porcine à travers le travail que vous réalisez au sein de Copperl Équipement? Alors, particulièrement dans la filière porcine, on a énormément de données qui émanent de toutes sources. Les équipements d'alimentation, la logistique aliments, la performance suivie depuis de nombreuses années, des décennies avec la GTE, la G3T, mais également les données de carcasse. Et toutes ces données-là, elles doivent être correctement analysées pour nous permettre, par l'IA, d'être capable de les analyser, ce qu'un humain n'est pas capable de faire aujourd'hui. Mais vous le faisiez déjà auparavant? Alors on le faisait évidemment, mais l'IA va nous ouvre un champ des possibles qui est absolument incroyable. Vous en avez d'ailleurs mesuré un petit peu l'importance, ou est-ce que la porte est grande ouverte et vous ne savez pas vers où vous allez? Je pense que tout est possible à partir du moment où on le veut et on est capable d'y mettre l'énergie. Les premières applications pratiques qu'on peut constater génèrent très très vite des gains considérables pour chaque porc charcutier. Notamment la pesée par la vision qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore quelques années, mais aussi des algorithmes qui sont établis sur plus de 100 000 données qui nous permettent de faire du prédictif. Et donc, anticiper, les maladies, améliorer la sécurité sanitaire. Oui. Et donc être capable de faire de meilleurs choix dans son élevage pour améliorer la performance. Et également, il y a la partie environnementale, il y a réduire l'empreinte environnementale également qui est importante aujourd'hui, qui est une donnée importante dans la partie RSE aujourd'hui des entreprises. Évidemment, aujourd'hui, quand on a une approche de filière, il faut satisfaire la société civile et le consommateur final. Et la décarbonation est un sujet éminemment important aujourd'hui, de même que les réductions des odeurs, réduction d'ammoniac. Et clairement, il va falloir capable de prouver, de mesurer par les chiffres qu'on a un impact positif au travers de nos pratiques pour pouvoir prouver. La captation de données par les IoT et le traitement par l'IA nous permettra d'établir des nouveaux indicateurs, notamment sur la décarbonation, pour être capable de justifier de nouveaux segments de commercialisation, entre autres.
Merci pour ces précisions. Julien Gouris, donc de la société Capia. Quelle est votre fonction et à quoi sert Capia en fait? C'est quoi son travail? Capia, elle crée des solutions de prévision, d'anticipation et de décision pour les coopératives et les entreprises de l'agroalimentaire. Donc on part vraiment de besoins sur des grandes questions. Combien va être produit par les apportants à une coopérative par exemple, par produit, par jour, à des mailles très fines. Et on vient nourrir tout ça avec du contexte de terrain. Quelles sont les conditions de culture, quelles sont les conditions de l'exploitation, pour arriver à avoir des prévisions avec une grande finesse et qui sont surtout, je dirais, construites autour des besoins des opérationnels. Des prévisions macro, des prévisions à grande maille, c'est inutile. Il faut une IA qui soit vraiment captée, qui capte les informations du terrain, qui soit vraiment ancrée dans la pratique agricole pour qu'elle soit pertinente. Et c'est ce qu'on développe comme solution chez Capia. Ça veut dire partir du collecte de besoins sur des besoins qui sont conséquents au niveau des acteurs, donc des grandes questions. Petit à petit développer des solutions et puis enfin les passer sur le terrain en production, les mettre dans les mains des utilisateurs. Et c'est ça qui est vraiment important pour nous. Il faut que ça SM, il faut qu'il y ait de l'adoption. Et pour ça, je dirais, il y a plein de pratiques à entreprendre pour que l'IA soit réellement transmise et utilisée, que ce ne soit pas des grands modèles distants à la ChatGPT qui conviendraient à tout le monde, ce qui n'est pas le cas dans l'agriculture. D'accord. Alors, vous travaillez beaucoup avec le monde du végétal, bon, au salon de l'élevage, mais il y a également une partie culture qui n'est pas négligeable, loin de là. Et donc, sur cette partie végétale, comment l'IA peut-elle répondre aux enjeux spécifiques du monde végétal, par exemple? Elle y répond très bien dans le sens où elle permet à la fois de coupler des facteurs qui sont connus des experts et puis on vient les intégrer avec de l'algorithmie. Et l'avantage, c'est que ça permet de croiser beaucoup de facteurs. Quand on a peut-être 3, 4, 5 facteurs chez l'humain, ça passe. Nous, on a des modèles avec 40, 50 facteurs qui sont couplés. Alors juste pour précision, experts, qui vous mettez dans les experts? Les experts, ça va dépendre chez qui qui va nous adresser un besoin. On a par exemple dans les cultures tout ce qui est maraîcher. On travaille avec la SICA, Prince de Bretagne pour une de ses grandes marques. On va travailler avec une DSI qui veut développer des solutions prédictives. On va parler chaque semaine avec les responsables de vente. Donc ici, on parle quand même de gros volumes. On est sur des 30 000 tonnes, par exemple, de tomates annuellement. On est aussi dans d'autres filières, par exemple le brocoli ou d'autres légumes. Donc il faut vraiment arriver à connecter le monde de l'informatique, la donnée et surtout les responsables métiers ou les personnes stratégiques au niveau du métier pour s'assurer que ce qui est développé en IA ait du sens, soit pertinent et aide au mieux le métier et l'agriculteur. Donc les experts sont des professionnels opérationnels qui ont des problématiques terrain, commerciaux ou autres. Oui, à qui vous essayez d'apporter des réponses et vous devez les connecter, leur problématique, à la problématique de l'IA. Exactement. Comment vous créez cette connexion? Vous parliez des modèles, donc c'est quoi ces modèles? À quoi ça peut correspondre? On a des modèles de prévision, beaucoup d'algorithmies, de techniques assez modernes, des choses qui peuvent sortir du monde scientifique qu'on adopte après 2-3 ans. Mais ça, je dirais, c'est pas le plus intéressant dans le sens où si on veut bien faire parler les modèles, c'est les connecter au terrain. Et les connecter au terrain, c'est tout ce qui est des données climatiques très fines, de la météo, et c'est comprendre tous les aléas de l'agriculture. On a souvent, par exemple, sur certaines cultures maraîchères, des attaques de choucas, donc des oiseaux qui attaquent les cultures et vous avez des trous dans vos données, des baisses d'apport de légumes apportés. Donc vous ne pouvez pas faire de l'IA si vous ne comprenez pas votre terrain, si vous n'allez pas dans les champs pour ce qui est relatif aux cultures. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Cap. On vient vraiment relever tous les facteurs qui vont impacter vos productions, vos conditions de vente et de valorisation de vos produits. On les intègre dans des modèles et dans des outils déployés au quotidien pour les coopératives et les grandes entreprises de l'agroalimentaire. Et on dégage des prévisions précises, opérationnel et on permet aussi et surtout des meilleures valorisations des productions. Et ça, c'est un aspect qui est vraiment clé. Produire, c'est bien, mais il faut bien le valoriser en anticipant ses volumes produits, en plaçant bien sur les marchés. Et c'est ce que des outils d'IA qu'on peut développer aident à faire. Merci pour ces premières précisions. Claire Dupin. Alors Claire, vous êtes chez Delaval et vous avez donc un cerveau qui s'appelle Deep Blue, on peut l'appeler comme tel. Exactement. Hein, c'est un gros cerveau. En quoi change-t-il aujourd'hui concrètement le quotidien des éleveurs laitiers? Il n'existait pas avant, vous l'avez créé comment? Il est apparu comment ce super cerveau chez vous?
Alors effectivement, notre intelligence artificielle, on l'a appelée Deep Blue. Et effectivement, c'est comme un cerveau que l'on a entraîné avec plus de 15 millions de lactations. On a une filiale dédiée chez De Laval qui est spécialiste dans la gestion de la donnée et dans le traitement de la donnée. Donc cette base de données, on l'avait déjà, ces 15 millions de lactations à travers le monde. On a entraîné notre intelligence artificielle dessus, donc on a recruté toute une équipe d'ingénieurs spécialistes de l'intelligence artificielle pour travailler sur ces données, pour appliquer les méthodes d'intelligence artificielle du deep learning aujourd'hui, mais à l'élevage laitier plus précisément. Et donc, cette intelligence artificielle, elle a pu ressortir des indicateurs, des types d'analyses que notre cerveau humain, il n'est pas capable de faire. Donc, on a poussé le bouchon un petit peu loin avec ces données-là. Et puis ensuite, on les a surtout confrontées à un panel d'éleveurs pour pouvoir les tester, les valider, savoir si c'était pertinent ou pas. On a gardé effectivement tout ce qui était pertinent. Et puis, notre cerveau, il rend un résultat brut, mais il ne met pas ça en forme. Donc, pour mettre en forme la donnée et la rendre lisible par les éleveurs, on a créé la plateforme De Laval+, qui est une plateforme web sur laquelle ils peuvent se connecter sur tout type téléphone, PC, etc., depuis n'importe où, à n'importe quel moment, et sur lequel ils vont pouvoir consulter toutes les données générées par Deep Blue, notre intelligence artificielle. Donc voilà un peu comment on a construit les choses. Cette intelligence artificielle, on y travaille depuis quelques années. On la commercialise déjà depuis plus d'1 an maintenant en France. On a été un des premiers pays à la tester, encore une fois, à la confronter. Et puis, les données les résultats sont très pertinentes et performantes. Donc, aujourd'hui, ça devient un vrai service que l'on peut ajouter à nos éleveurs. Merci pour ces premiers éclairages, Claire. Emmanuel Fresneau, donc vous travaillez chez Seed. Alors peut-être vous expliquer parce que vous avez à la fois une entreprise et à côté vous travaillez en tant que professeur à l'université Bretagne Sud. Oui, alors pour repréciser les choses, effectivement, ça fait un certain temps que je suis professeur des universités en mathématiques. Pour collaborer avec des entreprises, j'ai il y a 10 ans créé Seed. Donc je suis le fondateur de Seed et j'en assure une direction scientifique. Voilà, ça précise les choses. D'accord, ok. Et donc, par rapport aux questions que l'on peut se poser sur l'IA, on a parlé d'anticipation, de capacité de planifier en amont les conduites d'élevage. Comment vous travaillez sur ces sujets-là, et notamment à travers ce que vous appelez des jumeaux numériques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est quoi les jumeaux numériques en fait? Alors, pour préciser les choses, disons que le métier de Seed, c'est de faire du pilotage optimisé et robuste d'élevage, de parcelles agricoles, mais aussi de problématiques de logistique en utilisant de l'intelligence artificielle. Et l'outil d'intelligence artificielle qu'on utilise pour faire ces choses-là, c'est ce qu'on appelle des jumeaux numériques apprenants. Apprenant, ça veut dire qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans. Et un jumeau numérique apprenant, c'est un clone virtuel, par exemple d'un élevage, par exemple d'un champ, d'une parcelle ou d'un réseau logistique avec lequel on peut jouer, entre guillemets, et grâce auquel on peut explorer avec des méthodes d'exploration, on va dire, systématiques et scientifiques, divers scénarios pour le futur, et ensuite choisir celui qui nous plaît le plus, celui qui est le plus optimum au vu de ce qu'on veut optimiser, sachant qu'optimiser, c'est pas forcément le rendement, ça peut être aussi le bien-être animal, ça peut être aussi le bien-être des personnes qui travaillent. On peut choisir son curseur en choisissant sa fonction à optimiser. Est-ce que c'est aujourd'hui abouti ou il y a encore beaucoup de phases d'expérimentation avant que ce soit vraiment totalement opérationnel? Alors, là, je vais vous faire une réponse peut-être de scientifique. Rien n'est jamais totalement abouti. Par contre, la question, c'est oui, on a déjà capacité à apporter des réponses, à fournir des outils à des éleveurs, à des agriculteurs, à des coopératives, pour qu'elles puissent effectivement piloter leurs récoltes, piloter leurs élevages. Et ça, c'est effectivement du concret. Mais bien sûr, tout est en permanence en phase d'amélioration, d'intégration de modèles de plus en plus performants pour être capable de donner des recommandations et du pilotage de plus en plus optimum. Alors on a la filière porc, la filière avicole, la filière bovine, les cultures. Quelles sont les filières qui sont, on va dire, les plus en pointe aujourd'hui sur ces sujets de jumeaux numériques? Il y a même certains types d'animaux qui sont plus en lien, plus faciles à toper sur la partie, jumeaux numériques? Alors,
Pour répondre à tout ça, je pense qu'il y a un élément qui est important qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas juste faire de la prévision d'un comportement moyen, puisque d'une manière générale, un organisme vivant, et en particulier un animal, ça connaît beaucoup de variabilité. Donc il faut mettre en place des jumeaux numériques qui ont en plus la capacité à gérer le fait que on ne peut pas juste prévoir qu'il va se passer comme ça et que demain ça va grandir comme ça ou pas comme ça. Donc il faut effectivement se dire qu'on doit adresser ces questions de variabilité autour des comportements moyens. Et donc, nous, ce qu'on sait faire, on sait faire des parcelles agricoles de légumes, donc on en a fait, prévoir typiquement des dates de récolte précises en fonction de la météo, en fonction du climat, en fonction de ce qu'on met dans les champs. En fonction aussi des parcelles elles-mêmes. On est capable de faire du pilotage d'élevage de poules pondeuses en prévoyant par exemple la production qui va se mettre à jour tous les jours pour prévoir la production totale de l'ensemble d'un lot de poules pondeuses. Est-ce lié en fait à son environnement, le fait que par exemple l'élevage de poules c'est quelque chose peut-être de plus facile facile, c'est un terme je sais un peu compliqué à porter ici compte tenu de la situation du monde de l'élevage. Mais est-ce que c'est plus aisé, en tout cas, de parler de poules pondeuses pour vos sujets que, par exemple, une vache ou un cochon, par exemple? Alors, c'est pas plus facile. Simplement, effectivement, la question, c'est toujours qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on a comme données. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que typiquement sur les poules pondeuses, on a commencé à faire des choses très bien avec très peu de données. Là, on est en train d'enrichir les données pour avoir des informations au quotidien, ce qui va permettre d'améliorer notre modèle et ce qui va permettre d'améliorer le pilotage. Avec les cochons, on est capable de piloter autre chose. C'est-à-dire que là, on est plutôt capable de piloter la manière de les nourrir, alors que pour les poules pondeuses, on est plutôt capable de se dire détecter une alerte et pas forcément d'agir sur la nutrition encore, parce qu'aujourd'hui les nutritions dans les élevages sont très standardisées et il n'y a pas d'individualisation à la poule de ce qu'on donne à manger. Peut-être que chaque poule aura son petit jumeau numérique à terme, mais je pense pas demain. D'accord, ok. Bon. On va donner la parole maintenant à Jérémy qui a écouté l'ensemble de vos propos les uns les autres. Jérémy, vous êtes éleveur. Quelle est votre perception de l'IA en tant qu'agriculteur de terrain? Quand vous entendez tous ces propos, vous dites OK, banco, on y va? Tout le monde porte un intérêt, on voit bien pour nous agriculteurs. En fait, on est plus que 400 000, mais on convoitise beaucoup et il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à notre métier. Forcément, c'est le métier le plus important du monde, on va dire, nourrir la population. Donc tout le monde y trouve l'intérêt. Et donc l'IA, moi je la vois comme un partenaire aussi séduisante qu'elle peut l'être, mais aussi dangereuse, je dirais. Ça peut faire peur à beaucoup d'agriculteurs de se lancer et de se laisser approcher par l'IA. Et quand vous entendez les discours des uns et des autres qui montrent en quoi l'IA apporte des vraies solutions pour l'ensemble des filières, ça vous rassure? Vous dites que là, il y a vraiment des choses vraiment à creuser. Vous y participez peut-être déjà, des expérimentations? Oui, clairement. L'exemple du porc, j'ai déjà fait l'optiscan, là, justement, la pesée par la vision, là, c'est génial. Donc c'est un pistolet qu'on utilise. Un pistolet qu'on met au-dessus du porc et ça nous donne le poids, mais à même pas 1 kilo près, je crois, c'est ça. C'est impressionnant. Par contre, on n'est qu'au balbutiement, j'ai envie de dire. C'est l'idéal, ce serait qu'on gagne encore plus, qu'il y ait des caméras dans nos bâtiments et que ça se fasse tout seul. J'ai un collègue là dans les Côtes d'Armor qui fait ça pour la volaille. Là, ils ont équipé l'élevage de caméras et ils arrivent à donner le poids moyen des volailles. Donc, c'est vrai que là-dessus, ça avance. Pour ce qui est des cultures, je suis éleveur de porc, mais j'ai aussi 180 hectares de culture. Donc, j'ai beaucoup d'attentes là-dessus aussi. On a des demandes sociétales justement sur le phytosanitaire et tous les produits. On sait que c'est une demande très importante de la population française et globale. C'est très intéressant de travailler là-dessus. Et on a toujours la frustration de ne pas avancer assez vite. C'est nous, on nous critique. On dit vous traitez trop, vous faites utilisez trop de phyto et tout. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça avance, quoi, que ce soit mécaniquement ou par l'IA, qu'il y ait des technologies avancées. Autrement, pour le bovin, je connais très bien le bovin aussi. En 10 ans, ils ont évolué. Les robots de traite, c'est une révolution. Rien que
tous les agriculteurs laitiers que je connais, moi, ils ne reviendraient pas en arrière, rien que par rapport à leurs épaules. Enfin, physiquement, traire des vaches, il y a encore des convaincus de la traite à la main, mais ça diminue. Tous les jeunes qui s'installent maintenant veulent du confort et vont plutôt vers là, évidemment. On veut aussi... Alors vous avez lâché le mot sur la partie attractivité des métiers et c'est là qu'on va peut-être pouvoir entendre également à nouveau Christophe de la Coopère l'équipement. Est-ce que les sujets que vous abordez sont également des sujets qui vous apparaissent importants pour donner envie aux jeunes de s'installer, d'avoir plus de facilité et d'avoir des réponses, on va dire, plus immédiates à leurs attentes et puis aussi en termes de bien-être pour eux Ouais, alors très clairement, les enjeux majeurs pour la filière, c'est de prendre en compte le bien-être animal. C'est recrutement en fait aussi. C'est de prendre en compte l'environnement, la performance technico-économique qui permet d'investir dans ces outils-là, mais c'est aussi et avant tout aujourd'hui une raréfaction de la main-d'œuvre qualifiée, une crise des vocations. Et dans tous nos développements, réduire la pénibilité des éleveurs, c'est absolument indispensable. Donc on est beaucoup plus attentif au temps de travail, aux tâches pénibles. On parlait du tri, mais on a également des stations de tri qui permettent de faire un tri automatisé. On a calculé que globalement, pour trier des porcs pour l'abattoir, on passait 6 à 7 heures entre le marquage et la sortie des animaux. Avec des outils de station de tri pesés par la vision, on arrive à faire un tri à 96% dans la gamme, à gagner naturellement 5, 6, 7 euros de valorisation à la carcasse alors qu'on a les mêmes animaux. La moyenne Uniport est aux alentours de 83%. Tout le travail a été fait auparavant. C'est une tâche pénible, risquée. On peut se déglinguer les genoux quand on fait le chargement des camions. Et là, finalement, ça se fait de manière automatisée, sans main-d'œuvre qualifiée et de manière très performante. Et très simple, par exemple. Tout à l'heure, on a entendu Claire Dupin évoquer la détection précoce pour le bien-être animal. Pensez-vous que des solutions similaires pourraient être appliquées dans la filière porcine ? Alors oui, tout à fait, pour faire écho aux propos de Claire et puis d'Emmanuel. Globalement, nous aussi, on a une démarche de jumeaux numériques qui s'appelle Twin Farms. Alors, globalement, l'idée, effectivement, l'individualisation de masse est probablement plus facile en bovin. C'est déjà assez vieux, l'alimentation individualisée. Nous, on est rentré dans une logique d'individualisation de masse pour les porcs, c'est-à-dire avec une identification électronique individuelle supportée par de la RFID UHF, qui est le support en fait finalement de l'intégralité de la traçabilité de la vie de l'animal, qui nous permet d'enregistrer les protocoles vaccinaux, mais aussi les épisodes de maladie et des traitements qu'ils ont reçus, pour pouvoir les suivre. Alors ça a de nombreux avantages sur la traçabilité, sur la capacité à développer et commercialiser des animaux qu'on certifie produits sans antibiotiques, mais c'est aussi l'opportunité d'identifier individuellement des comportements d'animaux qui ont été malades et qui finalement ne vont pas rattraper la courbe de croissance après et qu'il va falloir traiter différemment. Ça, c'est une première chose. Après, donc, l'individualisation de masse et les jumeaux numériques passent effectivement par des données fiables, des données instantées, donc avec des capteurs qui sont à un prix accessible, qui sont suffisamment robustes et durables, qui vont produire en permanence de la donnée de qualité qui vont nous permettre de les rentrer dans le modèle en même temps que les données climatiques. On parlait de 40-50 facteurs, mais effectivement on en est là. Et ces projets-là ont pour vocation de réduire l'écart qu'il y a entre les meilleurs éleveurs et ceux qui arrivent le moins à exprimer le potentiel. Si on analyse sur 20 ans l'écart de marge brute entre les 10% meilleurs éleveurs et les 10% moins bons, on a 900 € d'écart de marge brute par truie. C'est une manne financière, mais absolument considérable. Et si on veut rester compétitif dans une économie mondialisée de la filière porcine, on n'a pas d'autre choix d'être meilleur que les autres en supportant des contraintes qui ne sont pas forcément celles des autres. En termes de bien-être animal, en termes de contraintes environnementales par rapport à des pays asiatiques, par exemple, ou latinos, on n'a pas les mêmes contraintes et pourtant on est soumis au même prix de marché. Et donc en cela, on doit être plus performant. Et ces outils-là doivent nous permettre de faire progresser tout le monde par de l'alerting, par du prescriptif qui est lié à des modèles prédictifs. Et ces modèles prédictifs-là ne peuvent naître que si on a suffisamment de données de qualité, qu'on est correctement consolidées et qu'on a su utiliser. Et le nerf de la guerre dans l'IA, c'est clairement d'avoir un bon jeu de données, d'être capable de le mettre en forme et de savoir en faire quelque chose. Et donc de structurer au niveau des équipes pour être capable d'avoir les compétences suffisantes nécessaires pour aboutir à des algorithmes qui sont suffisamment robustes et qu'on peut implanter en plug and play auprès des éleveurs qui n'attendent que ça.
Alors Julien, je vais vous donner la parole maintenant, puisque Christophe a parlé également d'optimisation de performance dans l'élevage porcin. Pensez-vous que l'IA appliquée, puisque c'est le cœur de votre sujet, c'est l'agriculture plutôt, pourrait également nourrir ces mêmes ambitions, notamment sur la gestion de l'environnement et des intrants, la juste dose, la précision, et jusqu'où on peut aller dans cette forme de précision, puisqu'elle existe déjà depuis longtemps, on en parle depuis longtemps de l'agriculture de précision, c'est pas nouveau en soi. Non, tout à fait. Je pense qu'il y a les mêmes démarches qui sont applicables pour tout ce qui est culture. Ouais. Ce qui va être vraiment important pour comprendre des effets environnementaux, les usages des phytosanitaires, c'est d'avoir à nouveau une captation de données au plus près du terrain, c'est-à-dire mesurer toutes les caractéristiques ou un maximum de caractéristiques de production pour comprendre les effets des intrants et arriver ensuite à trouver des solutions et à optimiser, pas forcément un chiffre d'affaires, mais peut-être en plus de la valorisation, prendre des critères additionnels et trouver, je dirais, le meilleur chemin grâce à une observation empirique, une observation du terrain qui vient coupler la donnée technique, très fine, et une donnée économique. Et quand on arrive à faire le pont entre les deux et ainsi à intégrer tout ce qui est gestion des intrants, on peut avoir des modèles d'IA qui vont nous aider sur les thématiques que vous introduisez. Claire Dupin de Laval, comment l'entreprise réussit-elle à porter la filière que vous représentez, filière lait, pour faire en sorte qu'elle soit encore plus performante demain, notamment face à ces importants défis mondiaux. Comment vous réussissez à tenir? Parce qu'en face, eux aussi, ils ont l'IA et souvent, ils ont généré déjà des IA particulièrement performantes. Donc, nous, on arrive, mais on est un petit peu les seconds de la classe encore, non? Ah, oui et non. Oui, non. En fait, tout l'enjeu, c'est justement dans nos métiers, on a des experts. Chez nous, chez De Laval, on a des experts de la traite, des experts de l'élevage, des experts de la santé, de la reproduction. Vraiment, des experts de l'élevage laitier qui, potentiellement, n'y connaissent absolument rien en intelligence artificielle. Est-ce important? Pas tant que ça. Justement, quand de l'autre côté, on recrute des gens qui connaissent pas forcément l'élevage laitier, pour notre part, mais qui sont des experts de l'intelligence artificielle. Et c'est comme ça qu'on a souhaité travailler chez De Laval, c'est-à-dire qu'on avait les experts du monde laitier, il nous manquait les experts de l'intelligence artificielle. Donc en fait, on est allé les recruter dans plein d'entreprises différentes qui étaient déjà expertes en intelligence artificielle dans plein d'autres domaines, et on les a ramenés pour les rapprocher de l'agriculture. Et en fait, c'est ce travail des deux forces, des deux types de métiers, des deux types de deux mondes, en fait, qui conjointement peuvent donner des choses très performantes. Et les deux métiers, une fois réunis, leur seul objectif, c'est d'accompagner les éleveurs dans la recherche de performance. Donc il y a les experts data, geek, les experts également dans le monde agricole, et puis il y a le troisième personnage qui est au cœur du terrain, c'est celui qui est l'opérationnel, l'éleveur. Comment les trois fonctionnent ensemble? Vous vous réunissez régulièrement, il y a des tours de table, vous avez, j'imagine, énormément travaillé sur ces sujets pour mettre en place ce Deep Blue et cette plateforme ensuite pour qu'elle soit facile d'accès. Comment vous travaillez ensemble? Comment ça monte, ça descend? Il n'y a pas uniquement à travers les connexions via les robots de traite que ça fonctionne, j'espère en tout cas. Non, tout à fait. En fait, il y a une très forte connexion entre ces trois parties. D'une part, pour définir quels sont les indicateurs qui sont performants pour les éleveurs. L'idée, avec l'intelligence artificielle, en fait, comme on le disait tout à l'heure, c'est infini. Les possibilités sont vraiment infinies. Mais parmi toutes ces possibilités, il est important de définir lesquelles sont vraiment utilisables et pertinentes pour l'éleveur au quotidien. Quelles informations, quels indicateurs vont l'aider au quotidien pour être plus performant et mieux gérer son troupeau. Et donc, si l'éleveur n'est pas au cœur des discussions, si le terrain n'est pas au cœur des discussions, le risque, c'est d'avoir des indicateurs, des graphiques, des données qui ne servent à rien. D'avoir développé, d'avoir passé du temps sur des choses qui ne sont pas pertinentes. Donc, comment ça se passe chez nous? Eh bien, les développeurs, les ingénieurs, les scientifiques développent des plateformes. Et puis, il y a les éleveurs qui vont valider. Donc, il y a forcément à chaque fois, pour chaque nouvelle application, chaque nouvel indicateur, des modifications dans l'interface. Tout est validé par un panel d'éleveurs tests, puis pilotes à plus grande échelle, que l'on a dans à peu près tous les pays européens aujourd'hui. Alors la France étant un gros pays laitier, on a une place de choix dans la définition de ces indicateurs, dans la validation de tout ce processus. Mais donc effectivement, c'est un va-et-vient constant d'échange d'informations, de rectification, de correction pour finalement aboutir à quelque chose qui est, encore une fois, le plus pertinent et le plus performant pour nos éleveurs. Oui.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a certaines filières qui sont peut-être plus avantagées parce que la connexion de données du sol vers, on va dire, des centres de connexion importants était déjà dans la culture, dans les habitudes, peut-être plus facile pour, notamment à travers les robots de traite, à travers d'autres outils qui servaient à faire remonter de la donnée, par rapport à d'autres filières qui étaient peut-être plus en recul par rapport à cela et qui ont besoin de reprendre la main, en fait. Alors effectivement, on a beaucoup de chance dans l'élevage laitier, c'est que c'est un monde où il y a déjà énormément de données au travers des différents systèmes de traite, que ce soit le robot, mais même une salle de traite conventionnelle, on a déjà énormément de données. Comme on le disait tout à l'heure, on a la chance effectivement que les vaches, elles sont individualisées depuis de nombreuses années avec leurs boucles RFID, donc on les connaît toutes, on a tout leur parcours, tout leur historique, leurs événements de santé, de reproduction. On a aussi beaucoup de capteurs. Par exemple, chez De Laval, on a des capteurs qui permettent de mesurer directement la progestérone dans le lait, les cellules, on peut mesurer la rumination, l'ingestion, la localisation même des animaux dans le bâtiment, l'activité. Donc en fait, on a déjà ce pool énorme de données qu'il suffit de valoriser pour que l'éleveur puisse en tirer le meilleur parti, le meilleur bénéfice. Donc effectivement, on est avantagé dans la filière laitière, je pense. D'accord. Emmanuel, vous êtes de l'entreprise SID et également professeur à l'Université Bretagne Sud. Julien Gurris ainsi que Claire a insisté sur la prévention, la détection précoce, également a parlé de la co-construction avec les agriculteurs. Comment vous travaillez dans vos projets avec les éleveurs de volailles, puisque c'est plutôt notamment la volaille qui est actuellement au cœur de vos recherches? Alors c'est notamment, mais pas que, mais effectivement, alors typiquement là on est sur une filière dans laquelle il y a historiquement pas beaucoup de données par rapport au lait, c'est pas du tout la même chose. Ma question de tout à l'heure, c'est ça. Donc il y a ça. Alors après, moi justement, je crois que mon rôle de mathématicien qui joue avec de l'intelligence artificielle, c'est justement d'être capable, dans les cadres où il n'y a pas beaucoup de données, de mettre de la modélisation mathématique dans l'intelligence artificielle, ce qui permet de traduire les expériences, les connaissances des experts, mais aussi les connaissances des agriculteurs, ce que veulent les éleveurs, ce que veulent les agriculteurs, les mettre dans l'intelligence artificielle. Donc il y a cette capacité à le faire et à le faire même dans des contextes où il n'y a pas beaucoup de données. Et donc, avoir différents modèles, c'est s'appliquer, donc de récupérer des données, de faire en sorte que ces données-là correspondent à un certain nombre de modèles, et ensuite l'animal rentre dans un modèle, c'est ça, pour simplifier? Alors, pour simplifier, l'idée c'est de se dire que quand on construit le jumeau numérique, on peut dire que, alors je vais commencer un peu à rentrer dans un petit détail technique, c'est-à-dire que globalement, un animal s'accroît avec une certaine loi, et cette loi, elle peut être mathématisée, et après ce qu'on peut apprendre, c'est quels sont les paramètres de cette croissance. Donc c'est ce type de choses qu'on met en œuvre chez SID pour pouvoir faire, alors typiquement pour de la croissance de cochons, mais c'est aussi la même chose pour de la production d'œufs. On est capable de faire des modèles qui sont finalement peu consommateurs d'énergie, peu consommateurs de données, parce qu'en amont, on y met une structure mathématique. Jérémy, vous buvez ces paroles? Oui, j'ai juste pas envie que mes 4 collègues nous piquent la valeur. On est souvent habitué à être le dindon de la farce. C'est vrai que c'est des technologies super importantes, mais il faut qu'il reste une part du gâteau à l'agriculteur tout le temps. C'est comme je l'ai déjà dit, sur le carbone, on se les fait mettre déjà bien à l'envers et on va perdre la valeur qu'on aurait pu gagner sur le carbone. Alors sur l'IA, si on peut au moins en récupérer un morceau en tant qu'agriculteur, ce serait quand même pas mal. Je pense qu'il y a à gagner, mais il ne faut pas que ça reste chez mes 4 collègues. Et comment, allez-y Emmanuel, comment répondre à l'interrogation, à l'inquiétude un peu de Jérémy? Moi je comprends cette inquiétude parce que je pense qu'elle existe vraiment. En général, les gens qui sont en bout de ligne se font avoir. Alors, pas que, mais parce qu'ils n'arrivent pas à protéger leur valeur. Et comment est-ce qu'on fait pour protéger sa valeur? Effectivement, il y a des méthodes et il y a des gens dont c'est le métier, ils arrivent à très bien protéger leur valeur. Typiquement, les joailliers, ils ne se font pas piquer leur valeur, généralement. Leur compétence, elle est reconnue, elle est très chèrement payée. Et je pense qu'il faut travailler avec ces méthodes-là de protection de sa valeur, comment garder une partie de la valeur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en particulier, posséder une partie de la propriété intellectuelle de ce qui est produit. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à ça au niveau national, certainement, parce que c'est pas juste un problème entre un éleveur et moi, parce que ça sert à rien, mais c'est être capable de se dire comment
on considère que les agriculteurs, les éleveurs, l'ensemble de la filière a contribué à générer les outils et que c'est pas juste finalement un investisseur qui a mis un peu d'argent et qui en a récupéré beaucoup et qui finalement lui a tout gagné en ayant à la fin les robots et tout ce qu'il possède. Ça, c'est vraiment un élément qui est hyper important et que j'aimerais qu'on prenne en compte. Mais effectivement, pour le travailler, il faut le travailler à peu près à tous les niveaux de la filière, du très politique jusqu'au très concret. Et on reviendra sur cet aspect-là lié à la propriété des données ainsi que la cybersécurité qui sont aussi des éléments importants à prendre en compte jeudi. Donc on reviendra sur ces sujets de manière plus pointue. On va rester sur la partie filière, ce que l'IA apporte aux différentes filières, comment ça se traduit également. Je vais revenir vers vous, Christophe, quelques instants, également sur comment aujourd'hui vous pensez que vous pouvez avancer. Quels sont les freins que vous percevez, et peut-être des freins culturels d'habitude dans la filière porcine que vous pouvez rencontrer et qui parfois peuvent bloquer dans le développement de ce que vous mettez en place au sein de Cooper l'Équipement en l'occurrence? Alors, très clairement, des freins, il peut y en avoir, effectivement, et je partage la réflexion de Jérémy sur le fait que la valeur doit revenir en grande partie à l'utilisateur final. C'est aussi pour ça que dans notre logique, on développe des outils qui permettent d'avoir un retour sur investissement le plus rapide possible pour favoriser une adhésion rapide. Néanmoins, le coût de l'innovation est là. Réussir à développer des solutions comme l'a posé par la vision, c'est 12 ans de travail en pure perte pour beaucoup de startups qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Concernant les freins qu'on peut constater, c'est vraiment la qualité de données et la capacité à implanter les capteurs qui vont nous amener la donnée suffisante et nécessaire pour établir des modèles suffisamment robustes. Donc cet effort collectif, puisqu'on on innove sur une approche centrée utilisateur, on travaille avec également un panel d'éleveurs bêta-testeurs qui vont nous donner leurs appréciations. C'est vraiment la qualité de la donnée et le volume de données et la capacité à implanter les capteurs qui sont suffisamment robustes dans des environnements qui ne sont pas forcément très très favorables, suffisamment durables et pour lequel on ne va pas payer 50 capteurs, 50 plateformes d'abonnement, 50 startups qui essayent de développer leurs capteurs parce que finalement on a besoin de tout un écosystème de capteurs pour réussir à faire un modèle qui soit suffisamment robuste. Ensuite, il ne faut pas non plus négliger le fait que la donnée a de la valeur, très clairement. Il y a certains éleveurs qui disent « moi j'ai de la donnée et je veux de la vendre ». En fait, je compare ça finalement à une mine, un minerai qui, à l'image du joaillier, n'a aucune valeur à partir du moment où le diamant est brut. Il prend toute sa valeur à partir du moment où on est capable à en sortir de la valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on travaille en agilité. À partir du moment où on équipe un groupe d'éleveurs pionniers dans un esprit de jumeau numérique, c'est des investissements très lourds. On n'a pas le volume qu'on a dans l'industrie automobile, donc peu d'éleveurs sont prêts à y aller. Que ceux qui sont convaincus, que ceux qui sont pionniers, que ceux qui sont early adopters. Donc il faut déjà les convaincre et on les accompagne pour avoir une masse suffisante de données pour faire quelque chose. Ensuite, on se rend compte finalement que ça a coûté cher, que les données ne sont pas forcément toujours très bonnes. Donc c'est un processus qui est assez long. Et donc du coup, effectivement, on arrive à extraire la valeur qu'à partir du moment où on a le jeu de données suffisant qui nous permet de faire tourner l'algorithme. Nous, l'algorithme pesé par la vision, c'est 12 millions de données exploitées, corrélées entre du poids mécanique et de l'image 3D. Là, j'entendais 15 millions. Il faut quand même du temps. Il y a un investissement qui est très lourd, de moyen ou de long terme, avant qu'on puisse aboutir à une solution qui soit utilisable et pas utilisable que par des geeks. Donc vous dites que c'est le coût d'acquisition de la donnée. Ça sera une fois qu'on aura traité, réussi à bien optimiser la donnée pour avoir un retour sur investissement. Absolument. Voilà. Et donc cet investissement de départ, il faut consentir à le faire de manière collaborative dans des consortiums, en participant à des appels à projets ou en y croyant, dur comme fer. Mais parfois, ça prend plusieurs années avant de réussir à sortir quelque chose qui soit utilisable en production. Jérémy, vous êtes dans des groupes là comme ça avec Oui. Et ça fonctionne bien, c'est contractualisé. Vous avez le sentiment qu'il y a vous transmettez de la donnée et il y a un retour. Données, mais... tant que ça reste, au niveau d'une coopérative, les données ne fuient pas. Mais ce qui fait peur, et ce qu'a dit Christophe tout à l'heure, et qui est important, je crois que c'est toi qui l'as dit, c'est que
Enfin, faut pas se battre entre nous. En fait, c'est les autres les dangers. En fait, les ogres chinois et les Américains qui nous veulent pas que du bien. Et loin de là, en fait. Nous, il faut plutôt Européens qu'on se serre les coudes et qu'on travaille ensemble plutôt que de se tirer la bourre. Oui. Si tout le monde travaille ensemble, on sera fort et on avancera. Sinon, on prendra un retard et on se fera. Christophe, il a besoin de vous, Jérémy. Oui. A priori. Et on a besoin de lui aussi. Voilà. C'est donnant-donnant, comme on dit. Ouais. Ouais. Mais comme je dis, il ne faut pas qu'on perde la valeur en tant que paysan, encore une fois de plus. Quoi. D'accord. Juste ça. Ça fonctionne pareil au sein de la filière végétale, Julien ? Il y a des traits communs, effectivement. Ouais. Ce qui est important, c'est quand même... Il y a une notion de cycle vertueux. La donnée, oui, il faut qu'elle soit de qualité, mais pour que les gens consentent à donner et à collecter des données, il faut vraiment qu'il y ait de la valeur qui leur revienne. Alors pour ça, nous... Immédiatement ou au fil du temps relativement, avec des promesses, relativement vite. Je dirais à quelques semestres, il faut quand même qu'un effort de collecte, un effort de transmission d'une donnée privée soit valorisé. Nous, on passe souvent via des structures de valorisation de l'IA via la coopérative. Donc, c'est elle qui pilote, qui fédère un collectif de producteurs. Et la valeur est transmise via cette institution, la coopérative. Ça peut être dans certains cas les grandes entreprises aussi qui font ce pont et cette transmission. Mais il faut bien faire attention. Et selon nous, au niveau des freins, il y a quand même des freins qui sont très importants au niveau de l'IA. Ce n'est pas que la technique, c'est l'adoption. Il y a des grands problèmes d'adoption. Est-ce qu'on a la pertinence qui est suffisante? Est-ce qu'il y a eu la pédagogie par rapport à l'outil qui a été développé? Qu'est-ce que vous voulez dire par l'adoption? C'est-à-dire qu'il y a des blocages, il y a des freins? Il peut y avoir des freins. On ne va pas l'utiliser au quotidien, même si ça pourrait avoir une pertinence ou ça n'a pas été exactement taillé pour le besoin. Donc là, il faut vraiment être vigilant. Et je dirais, dans l'IA, il y a plein d'outils modernes qui permettent de faire le pont entre le terrain et l'algorithmie. De manière régulière? Tous les jours. Voilà. Par exemple, nous, quand on fournit des prévisions, on est capable de fournir deux choses en plus. Une explication des prévisions. Vous allez produire 25 parce que vos conditions climatiques, vos degrés jour étaient de temps sur la période passée. Donc, vous savez expliquer vos prévisions. Et vous savez aussi dire à vos prévisions, qui ne sont pas des boules de cristal, qui sont des objets incertains. Une prévision, c'est jamais 25, ça va tomber entre 24 et 26 à 90% de chance. On donne le risque par rapport à une production, en plus des explications liées à la prévision. Et ça, pour nous, les experts sur le terrain savent s'en saisir. Et ça fait le pont entre le terrain, le métier et la statistique. Et donc l'IA est mieux adoptée grâce à des outils additionnels qui sont maintenant disponibles dans beaucoup de méthodes d'IA. Quel est votre regard là-dessus, Claire? Effectivement, il y a toute une phase d'adoption qui est très importante. Notamment, si je peux prendre un exemple chez Delaval, notre IA nous permet aujourd'hui de prédire les maladies avant même l'apparition des symptômes. Donc, on a jusqu'à 7 maladies aujourd'hui qu'on sait prédire, dont les métrites, les cétoses, les bamites, par exemple. Et il y a toute cette phase où, pour l'éleveur, c'est pas évident de comprendre comment, juste au travers des données, avant même que les symptômes, on sache prédire une maladie. Ça manque de concret. Il y a ces termes un petit peu complexes là à vulgariser. Et la seule manière de le faire, en fait, c'est de le tester, quoi. Et donc, quand les éleveurs, au début, ils ont des prédictions sur leur élevage, ils sont un peu méfiants, donc ils attendent. Et puis, finalement, à force de répétition, ils se rendent compte que l'IA, elle a très souvent raison. Et donc, finalement, ils finissent par lui faire confiance. L'idée derrière ça, c'est toujours de prévenir plutôt que de guérir. Et donc, d'anticiper, etc., tout ce qui peut se faire en élevage. Il y a un deuxième volet, je pense, qui est important aussi, c'est l'aspect formation. L'aspect prise en main des outils. Effectivement, on voit là, et au travers des différents outils qu'on a présentés aujourd'hui, ils ont tendance à se multiplier. Ils se présentent différemment d'une plateforme à l'autre. Donc, il y a tout un volet d'accompagnement, je pense, des clients, des éleveurs, des agriculteurs, pour prendre en main ces outils, pour qu'ils puissent en bénéficier au mieux. S'ils savent les utiliser, alors ils sauront en bénéficier et donc gagner en performance. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout ce volet à développer, je pense. Et chez Delaval, on travaille avec toutes nos concessions, donc nos réseaux de concessionnaires un peu partout en France. Et on a développé ce métier pour accompagner le développement de l'IA. C'est clairement un nouveau métier, donc c'est les conseillers en performance qui sont là exprès pour accompagner les éleveurs au quotidien dans la prise en main de ces différents outils, capteurs, mais aussi données et intelligence artificielle.
On va donner tout de suite la parole au public, si vous le souhaitez, de façon à ce qu'il puisse s'exprimer, des commentaires, des observations à nos différents intervenants. Si vous avez des questions que vous souhaitez leur poser, n'hésitez pas, le micro est ouvert, Sylvie est à votre disposition pour que vous puissiez prendre la parole. Ça peut être un questionnement, une observation, un commentaire sur ce qui a été dit. Bonjour monsieur, vous vous présentez ? Oui, bonjour, Jean-Baptiste Suchet, ICAM Bretagne. D'accord, enchanté. J'ai une question pour Emmanuel Fresneau. Est-ce qu'on pourrait envisager un jumeau numérique dans l'ostréiculture ? Ah, la terre, la mer. Oui, alors après, quand on parle de jumeau numérique comme ça, dans l'absolu, on peut toujours envisager. Maintenant, ce serait quoi ? Ce serait un jumeau numérique de l'économie générale de l'agriculture, un jumeau numérique d'une production d'huîtres, par exemple. Oui, bah oui. Effectivement, ça, de toute façon, une huître, c'est jamais qu'un organisme vivant qui croît. Alors, il croît selon un certain nombre de règles assez simples à mettre en œuvre. C'est la température de l'eau, c'est la pollution de l'eau. D'ailleurs, à l'Université de Bretagne, on avait mis en place un projet qui s'appelle l'œil du mollusque. Et en fait, alors c'est un projet qui est un projet international, mais nous on avait mis en place une partie, et en fait on mesurait de la pollution de l'eau à partir de capteurs mis sur des huîtres. Donc ça, c'est pas du tout ça qu'on voudrait faire si on fait un jumeau numérique de production ostréicole, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'effectivement ce qui fait qu'une production se passe bien, c'est effectivement la qualité de l'eau, la température de l'eau, etc. et le chargement en nutriments de l'eau et en micro-organismes. Donc ça, tout ça, ça peut se modéliser. Effectivement, on peut mettre des capteurs de température, des capteurs de salinité, des capteurs divers autour des huîtres, et être capable de aider, piloter de façon peut-être plus précise une ostréiculture, peut-être pour être capable de prévoir à quel moment les huîtres seront arrivées à maturité. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est économiquement intéressant ? Parce que si c'est juste se faire plaisir, ça ne sert à rien. Mais voilà, donc la question, c'est il faut parler avec les c'est toujours la même chose, hein, pour que ça marche, il faut parler avec les gens de terrain, ou de marins, on va dire. Excusez-moi de cette petite plaisanterie, mais l'idée, il faut aller voir si ces gens-là sont intéressés, ou si on peut leur provoquer un intérêt parce qu'ils ont une tâche pénible qu'ils font tous les jours et qu'ils pourraient arrêter de faire. Typiquement, peut-être que c'est pas la peine de retourner les poches tous les jours. Peut-être que si on les retourne que tous les 3 jours, on se rendrait compte que ça suffit. Enfin, je sais pas s'ils les retournent tous les jours d'ailleurs, mais en tout cas, il faudrait peut-être les retourner moins souvent avec la même performance. Parce qu'il y a aussi comme partout, des idées reçues qui sont pas forcément pertinentes. Donc ça, on peut aussi, par de l'exploration, aller chercher les meilleures pratiques qui permettent d'optimiser avec j'allais dire le moindre effort, mais c'est un peu ça l'idée. Sylvie, est-ce qu'on a une autre question d'une autre personne dans le public ? Monsieur, juste, voilà. Enchanté, merci d'être avec nous. Présentez-vous. Bonjour, monsieur Bertrand du centre de gestion Cogedis. Moi, je m'interroge sur est-ce que l'IA ne va pas amener un peu dans le style aujourd'hui où les plateformes de musique conduisent toujours à proposer à la personne toujours le même style de musique. Oui. Est-ce que l'IA ne va pas conduire à guider toujours, par exemple, l'éleveur toujours dans un même modèle et en fait lui fermer les yeux sur le fait qu'il pourrait y avoir d'autres modèles qui serait peut-être plus pertinent, mais en fait, l'IA va toujours lui proposer le même système. En fait. Avec une rentabilité finalement du modèle générique. De l'optimisation peut-être, ouais. mais en fait, fermer les yeux qu'il y a peut-être d'autres stratégies à mettre en place. Voilà, c'est une question. Alors, qui veut répondre ? Allez, Julien. Ouais, Oui. Si je peux me permettre, c'est vraiment une remarque intéressante parce qu'on a une tendance avec tous ces outils-là à une réduction de la diversité. Ça peut être la diversité des pratiques, la diversité des cultures, la diversité des productions. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et à mon avis, une des solutions pour réduire ce biais d'un modèle qui va coller pour tout le monde, c'est d'avoir des modèles qui sont très nourris du local, donc avec toutes les conditions de production, avoir un œil toujours sur la diversité des systèmes qui sont représentés par ces modèles-là. Moi, j'ai l'habitude de répéter une phrase que j'aime bien, c'est « tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles ». Et donc, il faut bien faire attention ici à ce biais. Par du local, par une veille de ce qui fait partie des modèles et ce qui a servi à entraîner les modèles, on peut prévenir ces biais-là.
tout en sachant que l'IA ne doit pas nécessairement être le pilote, c'est plutôt un assistant, c'est plutôt une optimisation pour guider, plutôt que remplacer l'humain, qui lui va avoir une notion d'innovation et d'ouverture à la diversité plus forte que l'algorithme. Alors Claire qui veut également réagir peut-être dessus, sur ce sujet. On essaie aussi de prendre en compte les besoins différents de chaque éleveur. C'est-à-dire que par exemple dans notre plateforme de Laval+, l'éleveur il peut lui-même paramétrer ses propres objectifs. Et ensuite, par le biais d'un questionnaire, en fait, et pour connaître réellement son besoin et là où il veut aller, le cap qu'il prend, on va lui proposer des conseils, mais qui sont vraiment adaptés à son besoin. Okay. Donc l'idée, c'est aussi de préserver cette forme de diversité et de répondre à tous les types de modèles et non pas à un seul. Voilà, la variété des modèles. Emmanuel. Alors moi, je voudrais juste dire que je suis d'accord à 100% avec tout ce qui vient d'être dit, mais il ne faut pas considérer qu'il a fallu attendre l'intelligence artificielle pour avoir des biais. Oui. Les biais cognitifs sont déjà largement là et il y a des tas de choses que l'on fait qui sont peut-être pas pertinentes. Et effectivement, sur le choix des stratégies, peut-être qu'on fait des choses depuis des milliers d'années et que c'est pas pertinent. Et peut-être que des outils à base de modélisation permettraient d'identifier qu'on pourrait faire autrement, peut-être. Mais ça n'empêche que ce qui vient d'être dit est quand même tout à fait vrai. Il peut y avoir un appauvrissement. Mais tout ça, c'est une question, à mon avis, pas est-ce que l'IA va appauvrir la diversité. La vraie question, c'est est-ce que collectivement, on est capable de prendre en charge l'IA de manière à en tirer le meilleur et pas le pire. En fait, il y a des expériences passées dans d'autres univers. Vous parliez de la musique tout à l'heure, mais il y a d'autres univers qui montrent en fait un rétrécissement en fait des systèmes. Que à un moment donné, il faut économiquement que ce soit, comme on dit, viable, et qu'à un moment donné, on rétrécit les champs, et puis on se retrouve avec 4-5 modèles. Vous êtes poule, vous êtes vache, vous êtes cochon, et puis ce qui est poule n'est pas cochon, et ce qui est cochon n'est pas vache. Et on en revient finalement à quelque chose d'assez basique. Oui, mais la réduction génétique, elle a déjà eu lieu, donc on a déjà fait ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas inhérent à l'IA, ça. Mais ça existe. Oui, c'est pas inhérent à l'IA, d'accord. Mais il faudrait pas que tout ce qu'on nous vend aujourd'hui, avec des millions et des millions de données, ne se rétrécisse à un système qu'on connaît déjà et qui est, on va dire, la nature des choses. C'est pour ça. Et là, effectivement, la formation, il faut que les gens s'en prennent de l'IA. Oui. C'est très important que collectivement, tous les gens comprennent ce qui est sous-jacent, ce qu'il y a derrière, voilà. Et que c'est ni de la magie, mais c'est quelque chose que l'on peut appréhender correctement. Voilà, et c'est là qu'intervient la Coperle, avec tous ses coopérants, avec tous ces éleveurs. Faut les éduquer, non, il faut les former tout simplement. Absolument. L'IA, elle a en aucun cas la vocation de devenir le décisionnaire, mais elle n'est qu'un outil d'aide à la décision. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir, qui est très importante. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu des formules? Absolument pas. C'est joli à entendre. Non. Mais tout le monde dit ça, mais est-ce que c'est pas... Et puis ça pose des problèmes de responsabilité, c'est-à-dire à partir de quel moment notre algorithme prend la responsabilité assurantielle des décisions qui ont été prises. Donc clairement, la vocation aujourd'hui, elle n'est pas de pousser l'IA à choisir mais à dire, si tu faisais comme ça, ce serait peut-être mieux. Et de le proposer de la manière la plus ergonomique et pragmatique possible. L'autre élément qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le volume de données qu'on utilise pour entraîner les algorithmes, il est précieux, il est hyper important. Je reprends un exemple, j'étais allé à la foire de Hanovre il y a quelques années, et puis je crois que c'était sur le stand de Google, on voyait un algorithme qui devait détecter un loup. Et donc finalement, il y avait 6 photos et il y avait un husky qui était dans la neige et finalement, le husky était un loup puisque l'algorithme détectait la neige. On est très loin de ça. Quand on parle de ChatGPT, si je ne me trompe pas, c'est 100 millions de dollars une nouvelle version, un entraînement et c'est 80% du web. Donc c'est un volume de données, une diversité qui est absolument impensable. La faiblesse aujourd'hui de tous les modèles émergents en IA qui arrivent, c'est que malheureusement, souvent, ils sont établis sur un élevage de 300 truies ou sur 4-5 élevages de 600-700 truies. Et c'est bien insuffisant pour qu'ils soient industrialisables et qu'ils puissent être appliqués et être robustes quand on le met en production. Donc, moi, je me souviens de l'outil de choix des réformes qu'on a fait. On l'a établi sur 200 000 mises bas. À 200 000 mises bas, on l'a testé sur des données. Alors, excusez-moi, c'était avant le conflit russo-ukrainien, mais des données russes, des données chinoises, des données asiatiques. Ils répondaient de la même manière, aussi précisément. Le dernier élément que j'ajouterais, c'est que effectivement la diversité, et là je rejoins absolument Claire, c'est la diversité des modèles, elle est éminemment importante dans la constitution de la base de données, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir parcourir le monde et récupérer de la donnée pour renforcer, rendre le modèle plus robuste, afin qu'il soit plus résilient.
Alors, peut-être d'autres questions du public. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite poser des questions à nos différents intervenants? Non. C'est un public très attentif, bien éduqué, qui écoute sagement, qui pose des questions, peut-être, parfois. Oui, Emmanuel voudrait poser des questions. Non, je ne vais pas poser des questions. Vous voulez poser des questions à votre jumeau numérique, peut-être? Peut-être. Mais ça, je pourrais. Mais en fait, l'idée, c'est que je voudrais rebondir. Alors, je vais dire quelque chose qui n'est sans doute pas vrai, mais qui est un peu drôle, c'est de dire, en Chine, il y a certainement autant d'élevage que de porcs en France. Et donc, les données générées en Chine sont tellement colossalement plus importantes que je suis pas inquiet, mais en tout cas, ça pose problème, surtout que je vois que les diverses entreprises, les diverses coopératives, en fait, sur ces sujets-là, elles ne coopèrent pas vraiment. Et en particulier, ce que vous disiez là sur le partage de la donnée, je pense que si on veut avoir des bases de données colossales, il faut construire des bases de données sur toutes les coopératives de la France entière, à minima, peut-être même de l'Europe entière. Si on n'arrive pas à faire ça, on n'aura jamais le volume pour concurrencer la Chine. Ouais. Est-ce que vous réussissez à vous mettre d'accord, amis coopératives? Vous travaillez ensemble parfois, vous réunissez? On a des programmes de recherche qui sont en partenariat avec l'INRA, avec l'IFIP et également avec d'autres structures. Après, et avec d'autres coopératives. La difficulté, c'est pas forcément avec d'autres coopératives. On travaille beaucoup avec les éleveurs, mais la difficulté, c'est il faut investir beaucoup et il faut réussir à avoir le cashback de cet investissement-là. Donc c'est purement économique, mais partager les données, c'est bien. Partager les innovations pour financer cet investissement-là, c'est plus difficile. Oui, il faut un État très puissant qui capte tout, quelque part, pour mais absolument. Centraliser quelque part. Mais on irait effectivement beaucoup plus vite. Clairement, on irait beaucoup plus vite, on serait beaucoup plus fort. Par contre, la logique, elle est de celle de comment est-ce qu'on finance tout ça et comment est-ce qu'on retrouve le financement de tout ça. Bon, eh bien, on poursuit. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Non, pas encore. Je voudrais poser maintenant peut-être les dernières questions à Jérémy. Quel rôle vous pensez que peuvent jouer les chambres d'agriculture, parce que vous êtes également élu chambre, donc en tant qu'élu, qu'est-ce que vous pouvez amener comme réflexion sur la transition numérique? On y est depuis longtemps, la transition numérique, mais là on est avec l'IA en plus. Et l'IA, ça devient quelque chose, c'est pas une mode, hein. On est vraiment sur quelque chose de très palpable et qui dans les années à venir va transformer littéralement le monde, pas uniquement le monde agricole, mais l'agriculture notamment. Le travail des chambres, je pense que c'est de rassurer les agriculteurs en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça quand même. L'agriculteur n'est pas, tout le monde n'est pas à fond dans les innovations et dans la technologie, hein. On parle d'une minorité qui s'intéresse encore à ça et ils ne voient pas forcément l'attrait d'aller là-dedans. Il faut leur montrer, il faut les inciter, il faut essayer de leur prouver par A plus B que c'est génial. Enfin, c'est vrai que moi qui suis éleveur de porc, je m'intéresse à tout parce que j'ai un intérêt à regarder, je suis très curieux et tout. J'ai été visiter un élevage bovin l'autre jour, j'ai été épaté par... C'était pas un de Laval, désolé, le robot. Mais c'était impressionnant, ouais. Il est capable de calculer le leucocytes, anticiper tout. Et je pense qu'on montrerait ça à tous les éleveurs laitiers. Les trois quarts y vont. En fait, c'est vraiment des technologies et des avancées. Ça te fait gagner du temps, de l'argent. C'est précieux, quoi. Et nous, je pense que les chambres, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Relier tout le monde ensemble et essayer de donner confiance. Alors, on va donner la parole à chacun des autres intervenants pour conclure. Le mot de la fin, la conclusion, qu'est-ce que vous diriez, Christophe, pour conclure? Que le champ des possibles, il est devant nous et qu'il faut qu'on l'active et qu'on l'active ensemble avec une approche centrée utilisateur pour que, de manière agile, on arrive à extraire la valeur ajoutée de ce minerai-là le plus vite possible et réduire la pénibilité en élevage. Voilà, le minerai. Alors, on écoute Julien pour conclure. Moi, je dirais que maintenant qu'on a des outils qui fonctionnent, on a des preuves de l'IA sur le terrain, il faut maintenant un aspect humain, il faut une volonté, après la preuve, d'innover et d'y aller, de dégager du temps des opérationnels pour aller vers l'innovation et adopter ces outils de gain de productivité. Donc vraiment, là, l'humain a une volonté d'innover. Nous, on le voit chez nos clients qui sont très moteurs, qui veulent y aller. Et il y a des beaux projets qui se font avec vraiment des retours d'impact et sur investissement qui sont conséquents. Claire, la place de l'humain. Place de l'humain très importante. Encore une fois, avec l'IA, on pourrait faire tout et n'importe quoi. L'idée, c'est que tout ça, ce soit pertinent. Mais on
pense vraiment, là je pense tous collectivement que c'est l'avenir en fait de nos filières. Toutes nos filières ont progressé très très vite, d'abord avec la mécanique et puis avec les premiers logiciels. Là c'est un nouveau pas en avant, c'est une nouvelle révolution agricole qui est en train de se mettre en place et il faut la suivre. Voilà, et puis bien encore prochainement la robotique, le quantique, tout ça ce sont des belles choses à imaginer et penser demain. Emmanuel, vous serez encore professeur? Peut-être. Hein. On sait jamais ce qui peut se passer, mais non, il y a des chances. Après, il y a quelque chose que on n'a pas du tout dit. C'est-à-dire que l'IA consomme beaucoup d'énergie malgré tout. Donc, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir tout faire parce qu'à un moment donné, il n'y aura pas assez d'énergie. Donc, il faut quand même le mettre. Ça consomme aussi beaucoup d'eau. Donc, il faut aussi faire très attention à ça, parce que si l'eau on la met dans l'IA, on ne la met pas dans les champs, bah, ça ne sert à rien. Exactement. Voilà. Donc, il faut prendre ça. Donc, moi, je crois qu'il y a un avenir qui peut être radieux avec l'IA, qu'on peut écrire ensemble. Si on l'écrit ensemble, c'est-à-dire si la coopération, et à mon avis, ce que je disais tout à l'heure, il faut absolument y aller, c'est-à-dire qu'il faut que les grands groupes européens coopèrent ensemble pour partager de la donnée, pour partager de la connaissance, et puis pour s'entendre sur comment ils se partagent la valeur, et qu'ils s'entendent sur le fait que effectivement les personnes qui sont au bout de la filière, à savoir les agriculteurs, les éleveurs, récupèrent aussi une partie de la valeur, et pas seulement qui travaillent plus longtemps mais moins péniblement. Alors, on va donner la parole à Jérémy, qui est au bout, pas encore totalement à bout. Au bout de la chaîne, ouais, mais clair. il bout d'impatience de nous donner sa conclusion. Qu'est-ce que vous attendez des constructeurs, des opérateurs en termes de garantie pour que vous y alliez à fond? Moi, perso, qui suis convaincu qu'ils aillent plus vite encore, mais comme l'a dit Christophe, ça coûte extrêmement cher, il faut beaucoup de données. Ouais. Je dirais qu'il faut se protéger, surtout que, comme on l'avait dit l'autre jour, il faudrait peut-être faire le château fort avant de commencer. Oui, c'est ça. C'est oui. très important, c'est en fait l'Europe pourrait qu'on ferme tout. Et ensuite qu'on se mette à travailler, sinon j'ai peur qu'on se fasse piquer la donnée par nos amis chinois et américains. Et à notre détriment, du coup, ils sont très efficaces, beaucoup plus efficaces que nous, c'est dur à dire, mais par le volume, hein, comme disait Emmanuel, hein, ils sont très, très impressionnants et redoutables sur les marchés. Donc on se bat contre eux, on va dire, avec on est obligé d'être compétitif, donc il faut absolument qu'on se protège. Merci Jérémy. Vous avez tous pu prendre la parole pour conclure. Je vous remercie à tous, merci à toutes. Merci pour ces interventions riches. Nous allons maintenant, bien sûr, poursuivre. Je vous rappelle que vous pourrez revoir en replay l'ensemble de ces interventions et de ces tables rondes dans la foulée du SPACE sur les replays de la chaîne YouTube de SPACE. Et vous retrouverez donc l'intégralité de cette table ronde, mais également de celle de demain qui parlera des pratiques de l'élevage et de l'IA et de la problématique cybersécurité et propriété des données jeudi. Donc ces 3 tables rondes en replay sur SPACE YouTube. Voilà, merci à vous tous et à vous toutes de votre participation. Le défi donc collectif, chercheurs, entreprises, coopératives et éleveurs doivent travailler ensemble pour bâtir une IA au service des filières et non l'inverse. Et je vous invite donc à poursuivre ces échanges sur l'espace pour demain où d'autres démonstrations et discussions viendront enrichir nos réflexions. Merci à toutes, merci à tous.